Bonjour, qu'il est doux de vous retrouver ce matin. Nous sommes le dimanche 21 février. On va passer cette heure ensemble en compagnie d'un personnage, d'une personnalité du monde juridique, du monde judiciaire. Je ne vous en dis pas plus, mais pour l'heure, je voudrais qu'on revienne en arrière avec l'émission de samedi dernier. Nous avions des témoins très forts, très bouleversants. C'était les rescapés et des rescapés du Bataclan. Mais aussi, nous avions Aurélie. Aurélie est la mère d'un petit garçon. Elle est aussi la mère d'une future petite fille et dont le compagnon et le père de ses deux enfants est mort au Bataclan. C'était samedi. Et le lendemain, dimanche, c'était en compagnie de la patronne des éditions Actes Sud, Françoise Nyssen, et l'actrice Sabine Azéma. Bonjour Aurélie, vous avez 34 ans, vous êtes la mère d'un petit garçon qui a 3 ans, qui s'appelle Gary. Vous êtes enceinte de 8 mois. Et le 13 novembre, votre compagnon, Mathieu, est décédé au Bataclan. Comment vous avez appris son décès? Ce sont mes amis qui l'ont retrouvé, qui ont appelé mes parents. Qui ont trouvé son nom sur une liste? Oui. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils ont arrêté de courir dans les hôpitaux et les centres psychologiques. Ils se sont postés à l'école militaire, où on actualisait la liste tous les quarts d'heure, en fait, et jusqu'au moment où son nom est apparu. Donc, j'ai appris le décès de Mathieu le samedi soir. Le lundi matin, j'étais à la maternité, parce que j'avais un rendez-vous, j'y suis allée, et j'ai demandé une échographie. Voilà, on m'a fait l'échographie, et je l'ai regardée, et je me suis dit, bon, voilà, c'est la vie. Et c'est encore Mathieu. Donc, allez, reste debout. Est-ce que vous considérez que Mathieu est une victime de guerre? Je crois que Mathieu a été assassiné par des terroristes, ouais. J'ai vu, quand même, sur les réseaux sociaux, j'ai vu des visages, je les ai regardés, je me suis dit, alors, dans ces trois-là, il y en a un qui a quand même envoyé une balle fatale dans la tête de l'homme de ma vie, et je n'arrive pas à les considérer, voilà. En revanche, je commence à m'interroger beaucoup sur le sens de tout ça, de me dire comment on a fait pour en arriver là. Qu'est-ce qui fait qu'à 10 km de chez nous, on arrive à faire grandir des gens dans les écoles de la République qui sont des gens capables de venir tuer les gens qu'on aime dans une salle de concert. Voilà, ça m'interroge. Est-ce que l'accouchement dans un mois, c'est une épreuve supplémentaire pour vous? Non, cette petite fille, on l'a tellement voulu, on était tellement heureux qu'elle soit là. C'est une page blanche qui s'ouvre dans un livre qui aurait pu être écrit par Mathieu. C'est très beau. Je pense que c'est formidable pour son frère d'avoir quelqu'un à qui parler de son papa, que c'est formidable d'avoir quelqu'un qui n'aura pas le manque qu'on a nous, mais qui aura besoin d'en entendre parler. Donc, on va tricoter quelque chose d'assez joli, je pense, tous les trois. Bonjour Françoise Nyssen, vous êtes la patronne des éditions Actes Sud à Arles. 8 millions de livres vendus rien qu'en 2015. La réussite de votre parcours, à quoi vous l'attribuez? Ah mais j'y pense pas à ça. Ça n'existe pas, une réussite d'un parcours. On avance, on met un pied devant l'autre, et demain sera différent d'hier, et qui sait, c'est peut-être une nouvelle vie, il y aura peut-être autre chose, je n'en sais rien. Vous avez ouvert une école à Arles qui s'appelle le Domaine du possible, à la suite d'un drame personnel, puisqu'en 2012, votre fils Antoine, âgé de 18 ans, s'est donné la mort. Quel adolescent il était? C'est sans doute un des êtres qui nous a le plus changé, parce qu'il nous interrogeait en permanence par son espèce d'intelligence ultra sensible, sa difficulté aussi au quotidien, parce qu'il était toujours dans l'interrogation, dans le souci de tout, dans la quête et tout. Mais ça a été une aventure incroyable. Vous ressentiez, vous, sa souffrance? Oui, tout le temps. Moi, ça me fait très plaisir que Sabine soit là. Elle va venir nous rejoindre. Une amitié qui dure, bientôt 30 ans, c'est ça? Moi, quand je suis près d'elle, je trouve que la vie est romanesque et gaie. Elle a connu une tragédie. Eh bien, elle essaye toujours de nous emmener vers le beau, vers le bonheur, vers... voilà. En septembre dernier, il y a Pierre Arditi qui vous demandait pardon de vous avoir délaissé. Vous lui en avez tenu rigueur? Si je veux être franche... Oui, vous êtes franche, en général. Je vais dire beaucoup, parce que moi, je l'adore. J'adore mes deux compères, c'était André et le Dussolier brun et le blond.
Dusselier et Arditi. On a fait tellement de films ensemble avec Alain Resnais. Moi, ma vie, elle n'existe pas sans Pierre, sans André, sans Françoise. On ne peut pas raconter ma vie sans Doisneau, sans Resnais. On ne peut pas la raconter. Et Arditi, on ne peut pas raconter ma vie sans lui. Mais je ne sais pas si lui, il peut dire la même chose. Non, je suis fâchée, je suis très fâchée qu'il le sache. Qu'il le sache, je pense que maintenant il le sait. Alors, qui est aujourd'hui est notre invité? Il va se présenter dans un instant. Tout d'abord, quelle est votre profession? Juge. Votre situation familiale? Marié. Votre obsession dans la vie? Obsession, la justice. Et votre devise, si vous en avez une? Le pire n'est jamais certain. Et votre prénom et votre nom? Marc Trévidic. Vous venez me rejoindre, Marc Trévidic. Oui. Vous êtes à 50 ans l'un des magistrats les plus bouillants, les plus médiatiques de France. Vous avez été juge antiterroriste, spécialiste des filières islamiques, et ça pendant 9 ans. Vous êtes aujourd'hui vice-président du tribunal de grande instance de Lille et romancier. Merci, oui. Comment allez-vous? On s'est rencontrés il y a quelques années. Oui, ben, ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal. Ouais. Bon. C'est pas un oui franc et massif. Vous allez peut-être au cours de cette émission vous sentir bien. On va parler évidemment d'actualité, de votre actualité aussi, du roman donc, que vous venez de publier chez Jean-Claude Lattès, À l'âme. Mais sachez qu'il y a une surprise qui vous attend. Je sais que les téléspectateurs en ce moment, eux, sont dans la confidence, voient cette personne. Vous n'en savez rien. C'est ce qu'on appelle une vraie surprise. Bon, un patronyme très vidique, notoirement breton, qui a amené cette réflexion d'un de vos professeurs, une réflexion récurrente qui disait « Trévidic, descendez de votre dolmen !» C'est vrai, c'était à Versailles, au lycée Hoche. C'était un professeur de français, mais il m'aimait bien. Je l'aimais bien aussi, mais j'étais le breton de la classe. Ouais. Donc, mais pourquoi il vous disait ça? J'avais la tête en l'air. Dans vos rêves. Oui, tout à fait. Vous êtes un rêveur. En tout cas, à l'époque, j'étais un rêveur, clairement. Maintenant, malgré le titre de mon livre, Les rêves, à l'âme, vous l'en dites, j'ai plus de mal à rêver qu'avant. Bien sûr. Un père breton, donc une mère basque, deux fortes identités. Est-ce que vous avez été attiré, jeune notamment, par les mouvements autonomistes? Non, jamais. Attiré par la culture de ces pays-là, très clairement, et ça me suffisait largement. Et d'ailleurs, ces pays arrivent tout à fait à garder leur identité sans et leur langue. Et leur langue, sans verser dans l'autonomisme, voire pire, le terrorisme, même si au Pays Basque, ça existait, et en Bretagne aussi. Une famille, vous diriez quoi, de petite bourgeoisie? De quelles conditions? On avait un bon niveau de vie à la fin. Au début, c'était beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que faisaient vos parents? Ils travaillaient chez Renault, mais au tout début... Ils étaient étudiants, ils se sont rencontrés à Bordeaux d'ailleurs, parce qu'ils étaient tous les deux Sciences Po à Bordeaux. Vous êtes né à Bordeaux? Voilà, du coup je suis né à Bordeaux. Et en fait, comme il y a eu le service militaire pendant 2 ans, mon père n'avait pas d'argent, donc ma mère ça a été très difficile. C'est pour ça que ça a été vraiment petit à petit. Et même au début, quand mon père est rentré chez Renault, ma mère pendant longtemps a été dans une association, l'Amicale de l'enseignement des étrangers. C'est pas là qu'on gagnait sa vie beaucoup. Mais comme elle avait été élevée une partie de sa vie en Afrique... On les voit là. C'est chez vous? Ah oui, tout à fait. Ouais. Ils sont aujourd'hui disparus? Oui, ils sont décédés à 55 ans. Très jeunes, voilà. Une éducation, vous diriez, laxiste, permissive, avec quand même des règles? Des règles sur l'essentiel. Pour le reste, une très grande liberté laissée à moi et à mon frère. Vous en avez abusé? On a fait pas mal de bêtises, mais à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de télé, il n'y avait pas de jeux vidéo, on sortait. Qu'est-ce que vous avez fait de plus improbable? Je suis monté en haut d'un immeuble à Versailles, cité Grand Siècle, et je suis descendu par bouche d'aération du 6e étage jusqu'au parking. À l'intérieur de la bouche? Oui. Voilà, ça faisait un diamètre d'1 mètre et quelques. On faisait ce genre de grosses bêtises. Une sévère crise d'adolescence, vous diriez? Oui, très. En rébellion vis-à-vis de l'autorité parentale? En rébellion complètement vis-à-vis de mon père en particulier, avec lequel j'étais très injuste à cette époque, très dur en parole. Donc ça a été compliqué, et puis c'est revenu à la normale. Vous choisissez de faire du droit un peu comme ça par hasard. Vous participez à votre première fronde
C'était contre la loi de Vaquet, hein, c'était la réforme des universités, notamment, puis la sélection à l'université. Ça, vous en avez gardé un bon souvenir? Très bon souvenir. J'avais même créé une association à l'époque, l'université René Descartes, donc on appelait ça Descartes truqués. Après, il y a voilà. Pas mal, c'était pas mal. Et un très bon souvenir avec les copains et copines dans les rues, etc. Mais ça s'est quand même mal fini. Il y a quand même un jeune qui est mort. Voilà, donc j'ai aussi gardé un côté amer de tout ça, de cette période. Mais ça vous a donné quand même, Marc Trévidic, le goût de la contestation? Oui. Alors je l'avais certainement en moi. Mais c'est la première fois que j'ai été confronté à une capacité d'action dans la contestation. Et j'ai plongé dedans, donc ça devait être en moi quelque part. Alors vous rentrez à l'école de magistrature, c'est quand même un monde un peu à part, vous ne faites pas partie du sérail. Comment vous avez été perçu? Et comment vous avez perçu cette école? Écoutez, à l'époque c'était assez court, c'était 2 ans. Et à l'école elle-même à Bordeaux, on était environ 6 mois. Parce qu'après on était mis en juridiction comme auditeur de justice pour apprendre auprès de magistrats notre travail. Donc en fait, c'est passé quand même très très vite. Mais j'étais quand même effectivement un peu à part, voilà, un peu timide aussi, un peu réservé par rapport à ça. Je me suis fait quand même quelques bons amis que j'ai gardés. Enfin, le temps a bien changé. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup moins timide et vous savez prendre la parole et vous savez surtout ne pas vous taire. Votre portrait très anxiogène par Magali Defer. En travaillant sur le portrait de Marc Trévidic, je ne vous cache pas que j'ai bien failli avaler la boîte d'anxiolytiques, tellement ses propos font froid dans le dos. Aujourd'hui, c'est très facile de se radicaliser. Ils ne rêvent que d'une chose, l'État islamique, c'est d'attaquer la France. Je suis persuadé que ces gens-là, de toute façon, ils tueront. Et ils mettront tous les moyens nécessaires. Il sait de quoi il parle, le spécialiste du terrorisme islamiste. Puisque pendant 10 ans, il en a vu défiler des apprentis djihadistes, des combattants revenus de Syrie ou d'Irak dans son bureau. Des affaires sensibles qui lui ont certainement valu à lui aussi quelques nuits blanches. Ça me bouffe dans le sens où j'ai du mal à décrocher, à pas y penser. Accro à son métier, dopé par la quête de vérité, il avance sans jamais suivre les rails de l'évidence. On a des dossiers et on les travaille à fond et on les lâche pas, et même si c'est des années plus tard. En effet, il réveille des dossiers depuis longtemps endormis. L'attentat du Rwanda, celui de Karachi, l'assassinat des moines de Tibérine, entre autres. À chaque fois, il explore de nouvelles pistes sans crainte de plonger dans les eaux troubles de la raison d'État. Mais pour lui, c'est ça être juge d'instruction. Toute vérité n'est pas bonne à trouver. Et comme c'est son travail, je pense que pour certains, il est un emmerdeur. Un emmerdeur qui hausse le ton face au président Sarkozy qui souhaite la suppression des juges d'instruction, Trévidic dégaine. Les attaques contre la justice sont monnaie courante depuis des années. Je pense qu'il est largement temps de lui appliquer la peine plancher, puisqu'il faut être très dur envers les multirécidivistes. Aujourd'hui, vice-président du tribunal de grande instance de Lille, il continue d'asséner sur les plateaux de télé des vérités qui embarrassent. C'est l'ambiguïté des sociétés modernes. On adore les fondamentalistes religieux s'ils sont libéraux économiquement. C'est comme ça depuis des années. Un juge hors norme, prêt à troquer sa robe contre une guitare. Non mais t'as vu ce qui passe? Une bulle de légèreté ici dans Théo Café. Feuilleton à la place. De quoi finir ce portrait plus apaisé. Vertige de l'amour. Et oui, c'était la dernière fois dans Théo Café, vous aimez agacer, vous aimez dérouter. Ça vous a valu quand même quelques commentaires. Hein. Oui. C'est assez drôle par rapport à tout ce que j'ai pu dire. Finalement, prendre une guitare me vaut plus de commentaires que tenir certains propos. Est-ce que c'est un mélange de genres? Oui, je pense. Maintenant, je connais un peu mieux la France. Et je remarque quand même qu'on met des étiquettes aux gens. Il faut qu'ils restent dans l'image qu'on veut avoir d'un juge, d'un pharmacien, d'un auteur, d'un joueur de foot, des stéréotypes. Anne-Sophie Mercier, dans le Canard enchaîné, termine un papier assassin sur vous. Elle dit ceci: RMC l'a élu grande gueule de l'année, une nomination aux grosses têtes aurait été plus appropriée. C'est quoi? C'est un règlement de compte, ça? Je ne sais pas, parce qu'elle ne m'a pas contacté. Vous la connaissez? Non, du tout. Donc je peux pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu beaucoup d'articles très sympas et là, ça m'est tombé dessus. C'est la détestation même. Tant pis. Je n'aspire pas à être aimé de tout le monde. Quand on revient sur la famille, qu'est-ce que la mort de votre père, puis de votre mère, à quelques mois d'intervalle, ces deux décès ont changé en fait dans votre carrière? Ça a changé tout. D'abord dans ma personnalité, parce que j'étais assez insouciant avant. Finalement, j'avais toujours été entouré de gens qui m'aimaient, de mes parents, qui m'avaient soutenu. Et c'est un monde qui s'écroulait. Et donc l'insouciance est partie avec eux, ça, clairement. À partir de ce moment-là, j'ai toujours voulu être un peu digne, encore plus digne d'eux,
quelque part. Et donc voilà, d'aller au fond des choses, de respecter ce qui m'avait enseigné. Ils avaient un sens inné de la justice très, très voilà, développé. Et aussi une certaine empathie pour les gens qui ont souffert, les victimes qui ont perdu leurs proches. Ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. Mais voilà, et je suis vraiment toujours avec eux. Ils sont toujours présents, en fait. De plus, vous étiez en province et du fait de leur maladie, vous avez voulu vous rapprocher de Voilà, de alors de Paris. toute façon, je serais sans doute pas ici aujourd'hui, je n'aurais pas été à l'antiterrorisme, je n'aurais pas été à Paris s'il n'y avait pas eu la mort de mon père et la maladie de ma mère. Vous y voilà. croyez, vous, au destin, vous, quelqu'un de rationnel, vous croyez quand même au destin, au hasard de la vie, à des signes? Les hasards de la vie, certainement. Je pense qu'il y a des signes, des voies qu'on peut prendre, mais qu'on peut aussi ne pas prendre. Ce sont des choix. Et j'en ai fait plusieurs dans ma vie. Parce que, OK, je suis venu à Paris, j'ai été au parc antiterroriste, mais après, je suis quand même allé ailleurs, je suis allé à La Réunion. Oui, et qu'est-ce que vous devez au chikungunya? Eh ben, d'être revenu juge antiterroriste. Mais j'aurais pu aussi refuser, j'aurais pu rester là-bas et puis vivre une vie sous les cocotiers, entre guillemets, plus tranquille. Pourquoi vous avez choisi, vous, Marc Trévidic, de vous spécialiser donc dans cette section antiterroriste, dans l'islam radical? Parce que vous n'en avez pas les connaissances au départ. Ça nécessite une formation incroyable. Mais en fait, ça n'a pas été complètement un choix. Après, quand je suis arrivé à Paris, j'étais dans la section des crimes et délits flagrants. Puis après, le procureur me dit venez à l'antiterrorisme. Et quand j'y arrive, eh ben, ceux qui sont là ne veulent pas faire d'islam radical. Ils veulent faire du corse ou du basque. Parce qu'on est en début 2000. Et puis ça n'intéresse pas l'islam radical. Ça n'intéresse personne. C'est même des coups à prendre, j'allais dire. Des piles de dossiers, Saint-Michel, Orsay, Maison-Blanche, qui se terminaient à l'époque, les attentats de 95. Donc voilà, et ça s'est fait. Mais moi, j'ai trouvé ça passionnant très rapidement. Mais comment vous êtes formé? Alors là, c'est les lectures, en grande partie. On commence par lire les ouvrages de référence. À l'époque, l'ouvrage de référence, c'était Djihad de Gilles Kepel, déjà Kepel. Voilà. Et après, il y a évidemment se former sur le tas des dossiers, c'est-à-dire voir ce que les jeunes lisent, les revues islamistes. Alors, c'est plus les mêmes. Parler la langue? Ah oui, essayer un peu. Bon, maintenant, il ne faut pas rêver non plus, mais appréhender aussi cet aspect-là. Lire le Coran? Lire le Coran, et puis aussi la géopolitique, c'est-à-dire beaucoup s'intéresser au monde. Qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient, au Maghreb, qui est au pouvoir, quels sont les courants différents, religieux, politiques. Vous dites le terrorisme, c'est une drogue, mais qu'est-ce que ça signifie? Il y a de l'adrénaline, il y a de l'excitation? Oui, parce que tout ce que vous faites est en prise avec l'actualité directement. C'est-à-dire, vous allez allumer votre radio et puis on va vous parler de la personne que vous avez mis en examen le soir. on est tout le temps dans l'actualité, tout le temps porté par ça, par la menace, par telle évolution d'un dossier. Alors que généralement, les juges, au contraire, voilà, je veux dire, le couple que j'ai divorcé hier, c'est pas dans le journal d'aujourd'hui. C'est pas pareil. Il n'y a pas la même pression. Et puis il y a la pression sécuritaire. Il ne faut pas se planter. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que vous êtes au juge aux affaires familiales, JAF, c'est ça? C'est ça. Est-ce que vous avez l'impression d'être puni? Non. Sincèrement. Un petit peu quand même. Oui, mais c'est simplement parce que c'est un peu logique. On est dans un fonctionnement où la magistrature, on n'aime pas trop les personnalités médiatiques. Donc c'est logique de me faire faire ce qu'un juge basique fait. C'est une façon de me faire redescendre de mon piédestal, de me faire descendre de mon dolmen. Voilà. Bon, il se trouve que je ne peux pas partager cette opinion. Je trouve que, j'ai 50 ans, j'ai fait 25 ans de pénal. Et que je trouve un peu absurde quand même de nous faire des choses qu'on ne sait pas faire. Oui, mais alors on met ça sous couvert d'une obligation, l'obligation donc qui est faite au juge de changer de fonction tous les 10 ans. Est-ce qu'avec l'état d'urgence, vous n'aurez pas pu contourner cette obligation ? À condition de le vouloir, déjà. C'est-à-dire que, vous savez, on est vraiment dans un pays où vraiment, il y a des cases, des systèmes, et que le pouvoir exécutif veut contrôler la matière terroriste. Ça a toujours été le cas. Alors, il y a eu des fortes personnalités, pas que moi, Bruguière aussi a été une forte personnalité. Donc, vous avez, par moments, la justice qui, avec des fortes personnalités, arrive à imposer un peu quelque chose, la présence de la justice, mais sinon, on est tellement en dessous, on est tellement David face à Goliath, que la tentation de simplement servir la justice en bout de course pour mettez un coup de tampon là, mettez-le en prison et c'est terminé, est très forte. Il y a une pétition qui a circulé sur le net, qui a recueilli, je crois, 42 000 signatures. Quelle en a été l'utilité et l'effet ?
Ben, il n'y a pas eu d'utilité. À part que ça me fait plaisir de voir que des gens ont signé cette pétition, c'est déjà pas mal. Donc, bon, voilà. Vous enquêtiez notamment, vous avez eu des lourds dossiers sur l'assassinat des moines de Tibérine en 1996. Est-ce qu'on saura, selon vous, un jour la vérité? Tout dépend d'abord, évidemment, si on veut la savoir, c'est la première question. Là, très clairement, pour moi, on ne veut pas la savoir. Vous la connaissez, la vérité? J'ai mon opinion. Je la garde parce que j'ai un collègue qui a repris le dossier. Je ne veux pas... maintenant, c'est à son boulot. Voilà. Mais si on veut la savoir, on la saura. Le problème, c'est que je pense qu'on ne peut pas la savoir ni côté français, ni côté algérien. Enfin, officiellement la savoir. Il y en a qui la savent. Et c'est bien dommage parce qu'on va arriver aux 20 ans de leur disparition. Ça va être entre mars et mai. Ça a été enlevé le 27 mars. On parle beaucoup de la responsabilité de l'armée algérienne. Oui, les problèmes des services, les problèmes... Vous savez, le contre-terrorisme, ce n'est pas quelque chose de très propre. Donc, il y a des pays qui utilisent des méthodes contre-terroristes, l'infiltration, créer des groupes pour combattre d'autres groupes. Bon, les Russes aussi ont fait du contre-terrorisme un peu dur. Donc, ces méthodes-là entraînent des excès. Et évidemment, il ne faut pas trop que ça se sache, mais c'est quand même... à mon avis, au cœur du problème. Alors, Magali Defer et Pierre Coussier ont passé du temps avec vous. On est retourné en fait sur les lieux des attentats de Paris dont vous aviez en charge les dossiers jusqu'à fin août de 2015 et que vous avez réussi à faire avancer plus de 30 ans plus tard. C'est pas Justice de Paris où j'ai travaillé pendant de nombreuses années à l'antiterrorisme et j'y suis pas retourné depuis que je suis parti fin août. C'est quand même difficile de me désintoxiquer de l'antiterrorisme. J'ai la nostalgie de ça. Quand je suis arrivé en 2000 au parquet antiterroriste, il fallait terminer le dossier Saint-Michel notamment. Le 25 juillet 1995, une bonbonne de gaz placée sous un siège. C'était pas très puissant, mais dans un espace confiné, on peut imaginer ce que ça peut donner. Pas mal de dégâts. Saint-Michel, c'est aussi une époque artisanale. Toute la campagne d'attentat de 95 a fait 10 morts. Et c'était déjà l'horreur pour nous à l'époque. Quand les terroristes vont taper à Saint-Michel, ils tapent vraiment le cœur de Paris. Ils ont un impact maximum. La capitale, Paris, ville lumière, regardez ce qui s'est passé pour le 13 novembre. Le monde entier parle de Paris, etc. Vous êtes vigilant? Fatalement, je regarde toujours un peu à droite à gauche, vous voyez. Ça fait des années, donc je ne suis pas un cas d'école. J'ai souvent, moi, défini le terrorisme comme la guerre en temps de paix. Vous êtes en temps de paix, vous vous baladez, vous faites les boutiques, et tout d'un coup, c'est une scène de guerre. Nous sommes rue Copernic, et en face de moi, c'est là qu'il y a la synagogue qui a été visée par l'attentat du 3 octobre 1980. Donc le plus vieux dossier en cours à l'antiterrorisme français. La moto avec l'engin explosif a été mise au niveau du 21, par ici. Des colonnes de feu, littéralement, qui se sont élevées, incroyable, d'une violence incroyable. C'est pas facile de vendre ça, en période où il y a une grande menace terroriste, de dire on va aussi travailler les anciens dossiers. Mais je veux dire, si vous ne le faites pas, personne ne le fera. C'était montré aussi qu'on n'oublie jamais, qu'on cherchera les coupables jusqu'au bout, où qu'ils soient, quelles que soient les années qu'on passait. C'est un bon message à passer aux terroristes. Le 9 août 1982, c'était le restaurant Goldenberg, et c'est là qu'il y a eu l'attentat de la rue des Rosiers. 6 morts quand même, des blessés. Méthode qui ressemble au 13 novembre. Pistolet mitrailleur, jet de grenade, enfin un commando directement, un vrai massacre. Il faut bien voir qu'on était à une époque où des groupes terroristes étaient instrumentalisés, utilisés par des États. Quand il y avait un attentat, c'était un message en fait. Venez vous mettre à la table de négociation, on a un problème à résoudre. Qu'est-ce qui a véritablement changé dans les modes opératoires des terroristes? Cette pulsion de mort, cette volonté de se tuer. Le terrorisme est devenu irrationnel quand s'est ajouté le côté kamikaze, je vais mourir, je vais rejoindre le paradis, etc. Complètement. Ça n'existait pas du tout avant. Ça, c'est l'ère moderne du terrorisme. Mais ça nous a posé un problème, c'est que beaucoup plus difficile à contrer. Merci pour ce que vous faites. C'est gentil. Merci. C'est rue des Rosiers, donc les gens me connaissent un peu plus facilement. Ils sont assez concernés par cette enquête où il y a quand même 4 mandats d'arrêt internationaux. Même si c'est très vieux, j'ai été très surpris et conforté quand j'ai vu à quel point les parties étaient heureuses qu'on ait travaillé ce dossier-là et qu'on puisse donner des éléments de vérité. Il faut aussi qu'on puisse leur dire à un moment donné, tu avais 15 ans, ton père est mort ou ta mère est morte dans un attentat, voilà pourquoi, voilà l'histoire, on te l'écrit. Il n'y a pas un point d'interrogation qui reste comme ça, jusqu'à un procès qui viendra.
procès qui viendra combien de temps plus tard? On en est à combien? 30 Oui, 36 ans ça sera... voilà, mais enfin, on arrive vers la fin de l'enquête. Que les gens soient extradés ou pas, il y aura un procès quand même public avec les victimes qui verront tout ce qu'il y a dans les dossiers. Où étiez-vous le 13 novembre? J'étais de retour de Lille, donc j'étais dans le métro pour aller jusqu'à chez moi en région parisienne. Et j'ai appris, quand je suis arrivé, j'ai eu un coup de fil et puis je me suis mis à regarder la télé. Vous avez tout de suite compris? Bah oui, j'ai allumé la télé et il y avait marqué prise d'otage au Bataclan. Ça n'existe plus, les prises d'otages. Donc j'ai compris que c'était plutôt une tuerie. Est-il vrai qu'en 2009, des informations avaient fait état d'un projet contre le Bataclan? Oui, c'est vrai qu'un collègue, c'est pas moi qui avais eu ce dossier, un collègue juge d'instruction avait un dossier, quelqu'un avait été arrêté, bande de Gaza, je crois, qui avait dit, parlait d'un projet d'attentat contre le Bataclan. Mais c'était en 2009. Hein, parce que c'est une salle qui avait accueilli des galas en soutien à l'armée israélienne. Je ne me souviens plus exactement pourquoi le Bataclan. Mais ça nous apprend une chose, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il n'y avait pas l'État islamique à l'époque. Par contre, pas mal de gens qui maintenant ont rejoint l'État islamique étaient déjà actifs à l'époque. Et même s'ils changent de groupe et les circonstances changent, les cibles qu'ils avaient, il faut faire très attention à ça, les cibles qu'ils avaient dans le collimateur, dans d'autres dossiers, tous Artigat, en 2006-2007, c'est les mêmes, ils sont repartis là-bas. Donc ils peuvent s'attaquer aux mêmes cibles qui les intéressaient déjà des années auparavant. Votre parole est précieuse parce que vous êtes visionnaire. Aujourd'hui, la menace, vous dites, elle est très forte, elle est encore plus forte. Oui, parce qu'en fait, on est fatalement dans une logique un peu de crescendo. Ils nous tapent très durement le 13 novembre. On les bombarde, on les tape, on fait des mesures en France, état d'urgence, etc. Donc, à eux maintenant, c'est eux qu'on l'opportunité de taper. C'est une escalade. Mais le terrorisme, c'est toujours un peu une escalade, que ça s'arrête. Mais pour terroriser, il faut faire peur. Hein. Et donc, on essaie toujours de faire un peu plus. Avec le sommet, c'est le 11 septembre 2001, et il y a toujours cette vocation à atteindre ce Graal pour les terroristes de l'attentat idéal. Quelles sont les prochaines cibles, selon vous? C'est difficile de dire ça. Vous savez que, d'abord, il y a des événements en France qui vont arriver. Il y a l'Euro de football. Donc, il peut être tentant de faire des attentats 3 semaines avant, 1 mois avant, quand il n'y a pas encore toutes les mesures de sécurité massives, mais avec un impact tout de suite sur qu'est-ce qu'on va faire. Nous, on maintient l'euro, on prend des mesures très, très dures. Vous voyez, nous entraîner dans une logique du toujours plus. D'autant que n'oublions jamais que les islamistes, les terroristes de l'État islamique, comme ceux d'Al-Qaïda avant, veulent qu'on s'en prenne à notre population musulmane. C'est quelque chose qu'ils ont écrit. C'est une stratégie du domino. Comme ça, on surréagit sur des jeunes musulmans qui, du coup, vont aller du côté de l'État islamique. Donc, de modérés, ils deviennent radicaux. Oui, ou alors, ils étaient radicaux, mais ils n'avaient pas décidé de basculer dans le terrorisme. On parle plutôt de ça. Ceux qu'on assigne à résidence aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas voulu rejoindre l'État islamique, pour ça qu'ils sont toujours là quand on les assigne à résidence. Mais on risque de les basculer, les envoyer, les pousser dans les bras. Et ça, c'est une stratégie. Il faut à tout prix que, par réaction successive, notre jeunesse radicalisée qui estime qu'on en veut à l'islam en soit finalement convaincue, qu'on leur prouve que c'est vrai, et comme ça, ils vont adhérer aux thèses de l'État islamique. Mais alors, quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on fait? Les solutions, c'est vraiment... Alors moi, il y a des solutions techniques, c'est difficile à expliquer, mais il faut vraiment une symbiose entre le renseignement et le judiciaire. Il faut vraiment que les juges puissent se servir de tout ce qui est recueilli en renseignement. Une symbiose qui n'est pas suffisante aujourd'hui. Non, très très loin. Au contraire, on est en train de voir un fossé se creuser. Et c'est bien dommage, c'était un peu la spécificité de notre système. Il faut vraiment arriver à ça, pas écarter les juges au profit du pouvoir administratif. Voilà. Le terrorisme, c'est sérieux, c'est des enquêtes poussées, il faut des moyens de les faire. C'est pas en arrêtant les gens sans preuve qu'on en fera quelque chose. Il faut intervenir militairement sur place? Moi, j'en reste persuadé. Alors là, plein de gens seraient en désaccord là-dessus parce qu'il y a plein d'interventions. Oui, il y a plein d'interventions armées qui se sont retournées contre ceux qui le faisaient. Mais là, on a un ennemi juré à Raqqa, à Mossoul. Ils préparent des attentats contre nous. Est-ce qu'on les laisse le temps de les préparer? Ceux qui pensent ces attentats, est-ce qu'ils vont être tranquilles à avoir le temps de les préparer? Si on leur laisse le temps de les préparer, ils vont les faire. Ça, Parfois, la meilleure stratégie, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Mais c'est très compliqué. Qui va aller sur le sol? Qui va aller se frotter à ces gens-là? L'état d'urgence, c'est une bonne chose, selon vous?
L'état d'urgence aurait pu être une bonne chose si on avait mis des contrôles pour éviter les abus. Il faut toujours, dans une démocratie, se dire que si on donne des pouvoirs exceptionnels, il faut aussi une capacité de contrôle pour éviter ces abus-là. Et en évacuant complètement le contrôle du juge judiciaire, eh ben, on risque des abus. On risque de faire un peu n'importe quoi, avec les défauts, j'ai dit, c'est-à-dire des gens qui ne seraient pas devenus des terroristes, qui peuvent le devenir par réaction. Est-ce que l'Arabie saoudite, c'est un pays infréquentable ? Mais c'est un pays qui a ses valeurs, qui ne sont absolument pas les nôtres, et qui, depuis 1979, a diffusé un islam très radical, le wahhabisme, à l'échelle de la planète, et qui ouvre des écoles coraniques, qui enseignent voilà. Et ça, malgré tout, c'est directement contraire à nos valeurs. Et ceux qui sont dans l'État islamique aujourd'hui, à un moment ou à un autre, se sont nourris à ce lait-là. Voilà, c'est pas compatible. Puis, en plus, dans ce cas-là, on ne parle plus des droits universels de l'homme ou de la femme. On ne veut pas dire qu'une femme intégralement voilée à Paris, c'est pas normal, mais ça pose aucun problème ailleurs. Et la Turquie qui joue double jeu ? La Turquie joue son jeu, qui est d'éviter qu'un État kurde se crée, et donc qui va bombarder nos alliés kurdes. Ça montre la stupidité du monde actuel. Et c'est pour ça que l'État islamique a grossi. Parce que tout le monde se paralyse. Les Russes, les Iraniens, les Kurdes, les Américains, les Saoudiens, tout le monde joue des jeux différents. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas un groupe qui en profite ? Marc Trévidic, avec cette connaissance que vous avez des réseaux islamistes, aujourd'hui, vous n'aidez plus notre pays. Est-ce qu'il y aurait un moyen, néanmoins, même en dehors du système judiciaire ? Peut-être, pour l'instant, je ne sais pas. On ne m'a rien proposé de particulier. Personne ne vous a sollicité ? Non. Pour un travail sur le terrorisme en dehors du système judiciaire, non. Vous connaissez Dominique Verdeillan, grand journaliste, chroniqueur judiciaire ici à France 2. Il a tenté de décrypter votre parcours, vos méthodes et votre style, Marc Trévidic. Qui ne connaît pas Marc Trévidic aujourd'hui ? C'est celui qui incarne la lutte antiterroriste. L'institution judiciaire, par définition, elle est dépersonnalisée. Le juge, c'est une robe. Et là, elle est incarnée par Marc Trévidic. C'est un bosseur. À partir du moment où on lui donne un dossier, il va jusqu'au bout. Le seul obstacle, c'est la procédure, c'est le droit. Mais c'est en tout cas pas le pouvoir, l'autorité. Ça n'existe pas pour lui. C'est pour ça qu'il est triste d'être parti, parce qu'il y a un certain nombre de dossiers qu'il avait envie de mener à bien. La plupart, il est parti sans les finir. Il dérange. Un magistrat qui écrit 4 livres, qui joue de la guitare, qui se médiatise, c'est pas commun. Dans les palais de justice, c'est pas forcément l'habitude, c'est pas forcément ce qui est bien vu. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Je pense pas qu'il se médiatise par égocentrisme, par m'as-tu vu. Il y a surtout la volonté de faire passer un message. Et le message aujourd'hui de Marc Trévidic, c'est de dire j'avais prévu, j'avais prévenu qu'il se passerait ce qu'il se passe actuellement. On n'a rien fait pour l'éviter. Il est très humain, on le sent dans ses livres. Donc il est très à l'écoute aussi des victimes, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les juges. Je pense qu'il y a aussi une volonté de faire sortir cette sensibilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir pendant 10 ans géré des dossiers aussi lourds sans un moment avoir la nécessité, un peu comme une éponge, de recracher tout ça. Alors il le fait à la guitare ou avec la plume. C'est un beau portrait. À la guitare ou à la plume. C'est vrai qu'on a besoin, comme dit Dominique Verdeillan, d'évacuer ? Ah oui, bien sûr. J'avais besoin d'évacuer quand j'étais en poste la pression et j'ai besoin des... Il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Les juges en France, ils sont vraiment les mains dans le cambouis. Tous les problèmes de société, ils les ont en face d'eux. Que ça soit effectivement les problèmes de droit de la famille, mais de pauvreté tout simplement. On a 6 millions de chômeurs. Dans les juridictions, ça impacte tout de suite. Les contentieux explosent. On voit parfois, sur les matières, des crimes atroces. On voit des gens désespérés. On voit des gens au bout du rouleau. On voit des gens qui se déchirent. Il faut évacuer. C'est important, c'est vital. Halam, un roman où l'art se confronte à la montée du fanatisme dans une Tunisie indivisée et désenchantée. Quand vous écrivez une fiction, vous n'échappez pas en fait à votre obsession,
évidemment le terrorisme. Oui, c'est vrai que j'aurais pu essayer de... Mais en fait, c'est un peu normal parce que ça faisait longtemps que je voulais écrire un livre sur la confrontation entre l'art, la beauté de l'art et le fanatisme, enfin, la lumière et l'obscurantisme. Vraiment, ça me venait... Bon, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait un roman plus classique, etc. Mais celui-là, il aurait fallu que je l'écrive à un moment ou à un autre. Bon, c'était un peu logique de le faire alors que j'étais en période de transition. Faites-nous les présentations. Alors, Oui. qui sont Issam et Halam? Issam et Halam sont un frère et une sœur. Au début du livre, en 2000, Halam doit avoir 7 ans, Issam 9 ans. Ils sont les enfants d'un couple qui s'aime, Farhat, un pêcheur, et Nora, une professeure. Hein, il y a beaucoup de professeurs dans ce livre. Et cette famille va accueillir les bras ouverts Paul, qui est un peintre français, qui vient s'installer à Carquena, parce que bon... Donc au large de Sfax. Oui, au large de Sfax. Et bon, je voulais vraiment un frère et une sœur qui s'aiment, qui sont très proches l'un de l'autre, pour exprimer la déchirure de la Tunisie entre ceux qui vont aller vers le fanatisme religieux et ceux qui vont au contraire vers la lutte pour les droits, etc. Et la laïcité. La laïcité. Donc il y a une petite image du frère et de la sœur qui se déchirent. Paul, il y a un Paul qui ressemble un peu à vous. C'est un Français. Oui, il ressemble un peu à moi. Bon, en tout cas, à ce que j'aurais aimé être artiste. C'est vrai que j'ai une fascination pour les artistes. Je trouve que c'est quand même les gens les plus humains qui soient, parce qu'ils créent. La peinture et la musique sont omniprésents. Oui, tout à fait. Ouais. Issam, qui a pourtant donc vécu, vous le disiez, dans une famille aimante, il a été très protégé, il va peu à peu se radicaliser. Quels sont les ressorts psychologiques en fait de son endoctrinement dans votre roman? Alors, je voulais parler d'endoctrinement de quelqu'un de haut niveau, qui a été éduqué, qui est entouré et artistique. Il en fait un peintre extraordinaire, Paul, en lui enseignant ce qu'il sait. Qui a la connaissance. Voilà, qui a la connaissance. Du beau. Parce que ce n'est pas simplement les jeunes en fin de droit, au RSA, ou qui n'ont pas d'avenir, qui versent dans le fanatisme. Il y a des gens éduqués, intelligents. Par contre, ils ont une fracture, souvent. Ils ont une fracture et ils ont des mauvaises rencontres. Ils ont des amis qui vont se rattacher à eux parce qu'ils sont un peu en perdition, quelque part, dans leur tête, hein, dans leur cœur. Et donc, c'est l'interaction entre des amis, un petit groupe d'amis, un ami d'abord, puis un petit groupe qui va l'entourer, le reconstruire, le remodeler, et en fait, le remodeler à leur façon à eux. C'est ça, en fait. Voilà. Mais il reste un point d'interrogation. C'est-à-dire, ce roman ne résout pas la question fondamentale, comment vraiment... Et pourquoi pourquoi et parce que moi, je n'ai pas eu la réponse face à ce genre d'individu dans mon bureau. Je me suis posé la question, pourquoi je n'ai pas eu complètement la réponse, des brides de réponse. C'est le mystère de l'être humain. Peut-on être intelligent et tourné vers le fanatisme? Seuls les jeunes se radicalisent? Il y a des jeunes qui maintenant se sont radicalisés quand ils étaient jeunes et qui maintenant sont vieux. Oui. Je pense que seuls les jeunes se radicalisent. On n'a pas des gens vraiment à un certain âge mûr qui se radicaliseraient. Non, leur personnalité est structurée, elle est faite. Ils ne peuvent pas avaler n'importe quoi aussi facilement. Ils ne sont pas en période de fragilité non plus, de construction, d'aspiration. Et puis parce que la jeunesse et le radicalisme sont des choses assez liées. Les idéologies, les aspirations à la pureté, à la justice aussi. Hein. C'était fin 19e, les anarchistes étaient jeunes. Hein. Marxisme-léninisme, les terroristes étaient jeunes aussi. C'est pareil. Effectivement, ça touche les jeunes. Dans votre roman, la musique, la peinture vont défier le fanatisme religieux. En quoi ça dérange? Pourquoi est-ce haram pour les islamistes, la beauté? Première chose, il y a le dogme, la théorie. L'homme n'a pas le droit de copier Dieu. Voilà, ça veut dire que toute œuvre qui copierait Dieu, c'est-à-dire le fait de dessiner un être humain, par exemple, pose problème. La deuxième aussi, c'est... Un animal aussi. Hein. Oui, un animal aussi. La deuxième chose aussi, c'est le lien avec le désir. C'est des puritains. Et les fondamentalistes sont puritains. C'est-à-dire, tout ce qui peut attirer le désir de l'homme, doit être interdit. On a connu ça dans nos sociétés dans le temps. Hein. Il y avait des discours de puritains écossais dans l'Écosse du XVIIIe siècle, c'était pas mal aussi. Donc il faut bien voir ça. Or, c'est pour ça qu'on voile intégralement les femmes, c'est pour ça qu'on leur interdit de danser, de chanter, de faire musique, pour ne pas attirer le désir de l'homme.
pour ça qu'il ne faut pas effectivement dessiner le corps humain, ce genre de choses. C'est vraiment... Parce que l'homme ne sait pas se contrôler. Parce que l'homme ne sait pas se contrôler, et c'est plus profond que ça. C'est parce que ceux qui veulent diriger les âmes et les esprits ne veulent pas d'individus. Le totalitarisme ne supporte pas l'individualisme, l'individualité. Or, créer, c'est faire preuve d'un individualisme terrible. Et s'aimer aussi, un couple. Souvenons-nous de 1984 Orwell. Qu'est-ce qui ne va pas? Un homme et une femme qui risquent de s'aimer. Déjà, c'est de l'individualité. On est en dehors du groupe, puisqu'on est un couple. Bon, donc tout ça doit être banni, parce que sinon, on ne peut pas contrôler les individus. Or, ils veulent contrôler les individus. Alors, les artistes sont incontrôlables. Alors, vous racontez une très belle histoire d'amour. Hein. Vous laissez exprimer votre sensibilité, avec même un petit peu de romantisme, hein, oui. Un petit côté fleur bleue. Ça fait du bien, c'est libérateur? Oui, oui. J'ai pu parler d'un sujet qui m'intéressait, mais avec beaucoup plus de... Malgré tout, dans le ton, dans la façon d'écrire, la forme romanesque, quelque chose qui est plus souple pour moi, plus agréable, qui coule mieux, qui m'a donné une respiration. Est-ce que votre frère Bruno l'a lu? Oui, bien sûr, Bruno. Qu'est-ce qu'il en a pensé? Oh, il a bien aimé. Alors, il a lu la version, pas complètement définitive d'ailleurs, parce que je l'ai fait lire avant. Et lui, je suis toujours très inquiet parce qu'il est quand même un critique assez dur. Mais il a aimé. Ouais. Oui. Ah, critique, il n'est pas trop, hein, vous concernant. On l'a rencontré? Ouf, c'est un espoir. Hein, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a réussi ça. Oui, c'est Bruno. Bruno Trévidic est journaliste. Il est journaliste aux Échos et il a accepté de nous dire quelques petites choses qu'il savait de vous. J'ai 1 an et demi d'écart avec mon frère, ce qui fait que j'avais un compagnon de jeu idéal pendant toute mon enfance, et puis également éventuellement tête de turc et complice, donc on est très proches, effectivement. C'est quelqu'un qui a toujours été très positif, presque un optimiste, et donc quelqu'un qui veut et croit qu'on peut améliorer les choses. C'est probablement la personne la plus intègre que je connaisse. Je crois qu'il serait incapable de se garer sur un stationnement interdit, ou alors il faudrait vraiment que ce soit une urgence et qu'il y ait des priorités supérieures. Marc fait les choses à fond. On ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui joue pour jouer. Il joue pour gagner, ou en tout cas, il joue pour arriver à un résultat. Et ce qui l'affecte le plus, probablement, c'est quand il n'est pas capable d'aller jusqu'au bout des choses. C'est probablement sa principale faiblesse. Voilà, c'est ça. Je voudrais simplement qu'il soit pas complètement épuisé et rincé avant d'arriver à la retraite, à supposer qu'il y arrive. Souvent, on sort le cliché du breton têtu. Dans le cas de mon frère, ça va quasiment au-delà des caractéristiques de l'espèce. Oh, fleur bleue, sans problème. Alors, aucune hésitation. Il n'y a pas de piquant chez mon frère. Même quand il pique, c'est avec humour et on en rit tous. C'est un rêveur. Je pense que s'il était tout à fait terre à terre, il ne pourrait pas en donner autant et partir aussi loin dans ce qu'il fait. Il est le parfait reflet de ce que nos parents souhaitaient, voulaient nous voir faire, la façon dont ils voulaient nous voir nous comporter, et je suis très content. Merci beaucoup. Merci à Bruno d'avoir accepté de nous apporter quelques éclairages vous concernant. Quels sont les défauts que vous reconnaissez, vous ? Bon, j'ai envie de me mettre en avant quand même, c'est aussi un défaut. Hein. Je veux dire, j'ai envie qu'on m'aime, donc à partir de ce moment-là... Vous croyez que ce n'est pas le cas de tout le monde ? Si, sûrement, mais c'est vrai que moi, c'est peut-être un peu plus poussé. J'ai un manque, j'ai envie qu'on me reconnaisse, enfin qu'on reconnaisse ma valeur. Quitte à prendre des risques, j'ai envie, par exemple, qu'on me reconnaisse comme sachant écrire, donc je vais écrire un roman. Mais voilà, et ça, c'est peut-être un peu trop poussé. Et du coup, ça me met en faiblesse, en stress, quoi. En tant que père, qu'est-ce que vous vous reprochez ? Je ne suis pas assez sévère, paraît-il. Vous avez 3 enfants, hein ? Oui, je ne suis pas assez sévère, paraît-il. J'ai du mal, parce que je les adore. Un peu comme vos propres parents qui étaient assez permissifs. Voilà, j'ai assez calqué, sauf que les époques ont changé. Et peut-être qu'on ne peut pas faire exactement de la même façon maintenant. Voilà. Et le partage des tâches domestiques, vous savez, on en parle beaucoup. Vous y prêtez attention ? Ben moi, à part le repassage, je ne fais pas grand-chose. Le repassage ? Oui, le repassage. Tiens, on ne le savait pas. Oui. Alors, il paraît que vous repassez vos chemises. Oui. Marc Trévidic, est-ce que vous pouvez nous montrer, et à fond, alors là, pas de problème.
Avec qui, tiens? Ce serait pas quand t'es dans le désert? Ouais, Cap de Vielle. Quand un qui ça sert, toutes tes règles un peu truquées, je tombe. Voilà la vie d'un juge. D'un président, vice-président du tribunal de grande instance de Lille. D'autant que vous êtes seul à Lille et que vous venez passer le week-end en famille. Donc il faut bien repasser ses chemises. Ah bah oui, il n'y a pas de problème. Par contre, il marche pas très bien votre fer. Hein, je tiens à dire. Ah bon? Bah non, c'est pas terrible. Hein. Il manque de... Voilà. Ça manque de vapeur. Bon, non mais c'est facile, hein. J'ai la preuve que je sais faire. Hein. Vous avez des facilités pour ça. Ouais. Et ce titre-là, vous l'aimez? Énormément. Ah bon? Énormément. Les paroles sont d'une très grande intelligence et j'ai découvert tout l'album. C'était en 79 ou 80 et j'ai découvert cet album. Vous connaissez l'auteur? Oui, j'ai rencontré j'ai eu cette chance. Ah bon? Mais quel est son nom? Jean-Patrick Capdevielle. Il est là. Non, c'est... Bonjour Jean-Patrick. Merci d'être là. Ça va bien. Vous nous faites un beau cadeau. Et à Marc, bonjour. Enchanté. Tiens, je vais lui faire un cadeau à Marc. Ouais, installez-vous. Ah, bah voilà, je me disais... Dites-moi, comment vous êtes rencontrés tous les deux? C'est assez récent, je crois. Hein. Alors, effectivement, je suis allé à Séclin où Jean-Patrick faisait une soirée privée pour son nouveau disque. Ouais, c'est ça. Et donc, il voulait qu'il y ait des gens qui avaient dit qu'ils aimaient sa musique, viennent jouer un peu sur scène avec lui. Alors, donc vous avez pris votre guitare et vous l'avez accompagné. Exactement. Des gens, et on a des images pour le prouver. Ouais, c'est vrai, on les a. Des gens qui déclaraient avoir appris à jouer de la guitare sur ma musique. Alors c'est pas vraiment des concerts, c'est des espèces de rencontres comme ça. On montre toutes les images qui ont été réalisées pendant le tournage, pendant l'enregistrement de l'album. Mais vous, Jean-Patrick, vous connaissiez le travail de Marc Trévidic? Tout à fait. Moi, j'étais un grand fan. J'ai signé toutes les pétitions, même pour qu'il devienne ministre de la Justice. Et il m'a dit qu'il n'avait pas envie. Bah non, voilà. Quels sont vos points communs, si vous en avez? Déjà, on aime la même musique, je crois. C'est déjà un truc important. Et puis, moi, il y a un truc que j'ai vraiment remarqué plus. Hein. Je me souviens, avant ce dernier album, il y a eu un album qui s'appelait Hérétique. Ouais. On ne fait pas exprès. Mais il y a des paroles. Par exemple, il y a une chanson cachée, la 13e de l'album, qui s'appelle Big Brother est là. Enfin, je ne sais pas le titre exactement parce qu'elle est cachée. Ouais. Big Brother est là, caché sous vos draps, etc. Et l'album décrit assez bien la tentation totalitaire de nos jours. Là, c'était plus aux États-Unis aussi sur certains camps. Le côté un peu Orwell. Et dans ses paroles, on retrouve beaucoup ça. Je suis obsédé par ça. Je suis terrifié par ça. Les récentes mesures, tout ça, pour ne nous laisser que, en cas de grande crise bancaire, ne nous laisser que 100 000 euros. Il y a des gens qui seraient ravis de les avoir. En fait, ça veut dire et la dématérialisation de l'argent aussi, c'est un contrôle absolu sur tous les gens. C'est insupportable. Moi, on passe notre temps à nous dire qu'on vit dans une société trop individualiste. Je pense que c'est exactement le contraire. On vit dans une société qui n'est pas assez individuelle. Trop collective. Dans laquelle l'individu n'a plus de place. Il devient transparent. C'est pour ça que il n'y a pas ma photo sur la pochette de l'album. Jean-Patrick, vous avez sorti ce dernier album justement grâce au financement participatif. Oui, en fait, il n'est pas vraiment sorti encore parce qu'on va avoir une vraie distribution, mais pour l'instant, il existe pour les fans et les amis. C'est une idée de vous? Le financement. Oui, en fait j'écrivais des chansons depuis 5-6 ans comme ça, sans ambition ni projet de sortir un nouvel album. Et mon fils qui a 11 ans, mon plus jeune fils qui a 11 ans, m'a demandé alors l'album, il sort quand papa? Il sort quand papa? Et j'ai voulu tester, je suis allé sur Facebook où j'avais une page où j'allais très rarement d'ailleurs. Et j'ai vu que la réaction était très positive. Et je me suis souvenu que des amis à moi avaient créé une société, enfin un service qui s'appelait KissKissBankBank. On les voit là, tous ceux qui ont participé. On voit la mosaïque des donateurs. Oui, c'est extraordinaire parce que les donations sont parties de 1 euro jusqu'à 15 000 euros. Il y a quelqu'un qui a mis 15 000 euros. Un poète, écrivain libanais a mis 15 000 euros. Et ça en 4 jours? Oui, en 4 jours, on avait tout couvert. On a fait 170% de ce qu'on demandait. Heureusement, d'ailleurs, parce que j'ai, comme toujours, explosé mon budget d'enregistrement. Enfin, voilà. Mais quelle est la contrepartie pour ces personnes? Alors, il y a différentes contreparties. C'est-à-dire que tous les donateurs ont leur nom écrit sur l'album. Ceux qui ont donné à partir de 5 euros ont leur photo. 25 euros, ils ont un disque version premium avec le making-of, etc., un disque dédicacé. Et ensuite, ils ont pu assister aux enregistrements de voix, ils ont pu participer au chœur. Et celui qui a donné 15 000
Alors, celui qui a donné 15 000, il est libanais, il veut que j'aille là-bas faire des concerts, etc. Lui, c'est plutôt... C'est un mécène. Oui, et puis non, mais je suis très flatté parce que c'est un écrivain libanais connu. C'est pas juste un riche bonhomme qui a eu une tocade, non. Et Jean-Patrick, est-ce que être financé par ses fans, ça donne une responsabilité supplémentaire? Ça donne une responsabilité supplémentaire, mais en plus, on est sûr d'être produit par des gens qui vous aiment, ce qui n'est pas toujours le cas avec une multinationale. On va écouter un titre. Ah oui, super. Vous êtes d'accord? Que tu ne connais pas, que tu non, parce que je ne connais pas le nouvel album. Un jour, je serai vivant. J'y vais. Donc. Oui, avec plaisir. Et je salue Olivier Marly à la guitare et Sébastien Cortella au clavier qui vous accompagne aujourd'hui. Un jour, je serai vivant. Je sortirai des brumes comme un vieux clown hésitant, dessiné par la lune. Je l'emmènerai boire quelques verres, boulevard des bons à rien, près du bord de l'univers, où rien n'est jamais loin. Même si je vois les ficelles du mensonge éternel qui m'a fait croire en elle quand elle dansait devant moi, même si je fais de zèle dans une chute éternelle, un soir sous les comètes, elle s'allongera près de moi. Un jour je serai debout, j'aurai plus peur des chiens. La vie se lassera des coups qu'elle me donne comme aux chiens. Je serai plus une moitié d'homme, un noyé sous la grève. Même si j'ai pris le maximum, dans ma tête y a plus qu'elle. Même s'il y a trop de brouillard, même si c'est un peu tard, j'aurai plus peur du vide quand elle dansera devant moi. Même si je brûle mes deux ailes dans une chute éternelle, un jour elle sera là, elle s'allongera sous mes bras. Elle s'allongera près de moi. Je veux la voir blêmir, je veux la voir frémir, je veux l'entendre dire qu'elle ne vit plus que pour ça. Je veux la voir pâlir, je veux la voir s'offrir, je veux l'entendre dire qu'elle veut mourir sous mes doigts. Les comètes, elle s'allongera près de moi. Un jour elle sera là pour moi. Un jour elle sera là pour moi. Merci beaucoup à tous les trois. Venez, venez. Je vais vous emmener aux deux ados. Deux ados avec vous, Marc Trévidic, et des réponses du tac au tac. Votre juron préféré? Oh là là,
Ah, je vais dire flûte, mais c'est pas vrai. Hein. Bon, je vois, d'accord. Physiquement, qu'est-ce que vous aimeriez changer en vous? J'aimerais être un peu plus grand. Si vous étiez garde des Sceaux, quelle mesure vous prendriez la première? Je supprimerais le ministère de la Justice, il n'y a pas vraiment besoin. La dernière fois que vous vous êtes dit, ce n'est plus de mon âge. Oh là là, c'est plus de mon âge. Je crois que c'était quand je me suis baigné il y a quelques temps dans les vagues à Biarritz. Il y a vraiment des gros rouleaux. C'était en septembre, il y a quelques temps déjà. Et pour revenir, ça a été compliqué. Quelle est la maladie que vous redoutez le plus? Ah, quand même, le cancer, quand même. Ouais. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez une femme le temps d'une journée? Si j'étais une femme, j'essaierais de séduire des garçons. Le délit pour lequel vous avez le plus d'indulgence? Sans doute, des choses comme l'usage de cannabis, des choses comme ça qui sont des délits parce qu'en France, on décide que c'est encore un délit. Quel est le rêve que vous n'avez pas encore réalisé? Le rêve que je n'ai pas encore réalisé, c'est faire une grande traversée en bateau à voile, alors l'Atlantique ou dans le Pacifique, mais vraiment une immersion complète et plusieurs jours, 3 semaines, 1 mois, quelque chose comme ça. Qui aideriez-vous à mourir? Toutes les personnes qui souffrent trop et qui n'ont pas d'espoir d'avoir une vie normale. Je suis très pour l'euthanasie, en tout cas. Chez quelle personnalité vous aimeriez pouvoir entrer en catimini? J'aimerais bien observer un peu comment fonctionne François Hollande à l'Élysée, en privé. Si vos parents étaient encore en vie, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils vous disent? Qu'ils sont fiers de moi. Hein. Ça, je crois que tous les enfants attendent ça de leurs parents. Le mot d'amour le plus sensuel? Petit cœur. Petit cœur. Petit cœur. Ouais. C'est un mot que vous utilisez ou qu'on utilise, en parlant de vous? En parlant de moi. Donc, évidemment, ça me fait quelque chose. Petit cœur. Et la chanson qui vous rend joyeux, Marc Trévidic? Une jolie fleur dans une peau de vache. Serait-je Georges Brassens? Oui, tout à fait. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Le ciel avait pourvu des mille. Et Georges Brassens qui passait ses vacances en Bretagne. Oui, comme pas mal de gens qui... parle de la Bretagne. Et je voudrais vous offrir ce livre. On dit en Bretagne, il ne pleut pas. C'est juste un crachin, c'est bien connu. En fait, c'est toutes les idées reçues. Il y en a plus de 100. Hein. C'est aux éditions Ouest France. Premier quotidien de France. Puis il y avait la fameuse phrase de Kersozon, en Bretagne, il ne pleut que sur les cons. En tant que breton, ça nous amuse bien, pardon. Allez, je vous l'offre. Merci beaucoup. Oui. Je voudrais saluer la personne qui est exposée sur le plateau de Théo Café, l'artiste Jean-François Dubreuil, qui expose du 18 mars au 30 avril à la galerie La Lumière, 17 rue du Parc Royal à Paris dans le 3e. Jean-François Dubreuil analyse la presse du monde entier, ça depuis des années, en s'inspirant de mise en page des journaux. Et de la mise en page des journaux, son nom, c'est Jean-François Dubreuil. C'est un travail tout à fait intéressant. Samedi prochain, nous serons en compagnie de Patrick Bruel, le comédien, le chanteur. On parlera surtout de son nouvel album concernant Barbara. Et dimanche, en compagnie de l'interprète, de la chanteuse Rokia Traoré. Je voudrais vous rappeler Marc Trévidic, Halam, aux éditions Jean-Claude Lattès. Bonjour aux Lillois. Oui, je leur dirai. Vous les saluez de ma part, s'il vous plaît. Et puis, on vous retrouve quand vous voulez. Alors, ce sera cette fois peut-être en tant que chanteur, peut-être en tant que musicien, peut-être en tant qu'écrivain, peut-être en tant que juge. Tout est possible avec vous, Marc Trévidic. Merci en tout cas. Merci d'être venu sur ce plateau pour la 2e fois de Théo Café. Portez-vous bien, l'émission elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir aussi sur plus.fr et puis sur notre site, évidemment, France 2, Thé ou Café. Passez une très, très belle journée, une super semaine. Au revoir. Merci de votre confiance, de votre fidélité. À samedi prochain. Au revoir.